Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, et bienvenue à cette table ronde organisée autour du thème du cerveau et du cerveau dans l'entreprise. Alors, a priori, le cerveau, nous en sommes tous dotés, c'est à peu près certain, mais on l'utilise tous de manière différente. Alors, en fonction du rapport qu'on a aux autres, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Au fond, on pourrait même se demander si les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont un cerveau fait différemment, construit différemment pour conduire une politique, conduire une stratégie. Alors, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. L'un devrait nous rejoindre un peu plus tard. Audrey Breton, bonjour. Alors, vous êtes doctorante au laboratoire L2C2, qui est le laboratoire langage, cerveau et cognition. Vous vous intéressez à la perception du statut social par les individus et à son influence sur les comportements et les stratégies mises en œuvre. Alors, on va rendre ça peut-être un peu plus limpide dans les minutes qui suivent. Oui. Cyril Kouf, bonsoir. Alors, vous êtes doctorant, vous aussi, dans le laboratoire études des mécanismes cognitifs. Vous explorez, vous, les liens entre les environnements de travail. Alors, on pense naturellement à l'open space, par exemple, et les capacités de concentration des salariés. Donc ça va intéresser beaucoup de chefs d'entreprise. Et puis devrait nous rejoindre le professeur Pablo Martín de Ola, qui est professeur à l'OM Lyon et qui a mené une étude sur le cerveau des entrepreneurs et leur comportement dans les prises de décision. Alors Audrey Breton, rebonjour, vous êtes doctorante, vous étudiez donc la perception du statut social par les individus, notamment dans l'entreprise. Alors, est-ce que déjà, en quelques mots, vous pouvez nous présenter un peu le sujet de votre étude ? Alors, en fait, mon intérêt se porte sur la manière avec laquelle le cerveau perçoit le statut, le rang des gens que l'on voit. Par exemple, est-ce que notre cerveau réagit différemment quand on voit, je ne sais pas, quelqu'un qui nous a battus dans un jeu ou quelqu'un qui, au contraire, a perdu face à nous, ou le visage de notre directeur versus le visage de notre interne, collaborateur, voilà, exactement. Et je m'intéresse aussi à différents ajustements comportementaux, c'est-à-dire, par exemple, des variations du comportement qu'on ne contrôle pas, comme par exemple la manière avec laquelle on balaie l'environnement avec nos yeux, ou le rythme cardiaque, dans des situations où on est confronté à des individus qui n'ont pas le même rang hiérarchique que nous, en fait. Comment vous avez procédé déjà pour réaliser votre étude ? Alors on va en parler, évidemment. Comment vous avez procédé ? On a mis en place différents, ce qu'on appelle des paradigmes expérimentaux, dans lesquels on faisait croire aux participants qui jouaient à des petits jeux contre d'autres individus. Donc ça, c'est pour une des expériences. Ensuite, on a utilisé, par exemple, on a recruté un acteur, on lui a fait jouer le rôle d'un neurochirurgien ou d'un aide-soignant, et puis on faisait interagir le participant avec cet acteur. On a aussi, par exemple, présenté les visages. On faisait croire aux gens qu'on leur présentait les visages de différentes personnes qui travaillaient dans différents milieux professionnels. Par exemple, je leur disais que j'avais été prendre des photos d'avocats, d'ouvriers, de coiffeurs, etc., qu'ils allaient voir leur visage et je regardais comment leur cerveau réagissait à la perception de leur visage. Alors justement, est-ce que notre cerveau reconnaît, sans qu'on lui dise, un chef ou il réagit différemment quand il sait que c'est un chef, que c'est un responsable hiérarchique ? Oui, effectivement. Donc on a observé que lorsque les gens sont confrontés aux individus, enfin plus particulièrement au visage de gens qui ont un rang hiérarchique plus haut qu'eux ou un statut élevé dans la société, on observe des réponses au niveau du cerveau qui sont plus grandes, plus importantes que pour les visages de personnes qui ont un statut plus bas ou qui nous ont battus, qui ont perdu contre nous dans un jeu. Donc oui, le cerveau est capable de déceler ça. On est très efficient à détecter le statut d'autrui, parce que la hiérarchie est omniprésente dans nos interactions, sans qu'on s'en rende compte. On y est confronté tous les jours, et vraisemblablement, l'évolution nous a doté de mécanismes qui nous permettent de détecter la hiérarchie très vite. Est-ce que c'est un comportement qui est commun aux hommes et aux femmes sur la manière de détecter justement ces personnalités-là ?
Alors, c'est un grand débat, ça, l'influence du genre sur la perception des asymétries sociales. Je vois des sourires dans l'Assemblée. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, effectivement, les hommes ont toujours ils ont toujours exercé plus de pouvoir que les femmes dans toutes les sociétés humaines. Il n'existe pas de société qu'on appelle matriarcale. C'est un mythe, en fait. Je ne suis pas en train de dire que les hommes sont des gros dominants tout le temps. C'est pas du tout ça. C'est juste les faits sont que le trait de supériorité hiérarchique est associé au trait masculin et les stéréotypes veulent que le trait de subordination soit plutôt associé au trait féminin. Et donc effectivement, par exemple, les hommes et les femmes ne présentent pas la même sensibilité à des situations comme de compétition qui conduisent à avoir un rang plus ou moins élevé dans une hiérarchie. Les hommes sont plus enclins à rentrer en compétition que les femmes. On n'utilise pas non plus les mêmes indices pour identifier le statut d'une femme que le statut d'un homme. Les femmes n'expriment pas du tout leur statut de la même manière que les hommes. Par exemple, un homme qui a un statut élevé va avoir tendance Non, c'est plutôt les femmes qui ont un statut élevé vont l'exprimer peut-être moins fortement que les hommes qui ont un statut élevé. Donc je ne suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas sensibles du tout à la hiérarchie ou que les hommes... il faut faire très attention quand on s'engouffre dans ces questions de genre et tout ça. Bref, ce qui est important de retenir, c'est que peut-être les études qui ont été menées sur la perception du genre et de la hiérarchie ont été toujours centrées sur les hommes, beaucoup centrées sur les hommes. C'est-à-dire les modèles et les expériences étaient ce qu'on appelle comme androcentrés. Et peut-être qu'il faudrait, là, on est en train d'essayer de mettre en place des nouveaux paradigmes pour étudier comment les femmes aussi réagissent à la hiérarchie. Et justement, je peux continuer dans une des résultats très récents que j'ai obtenus sur la perception du statut, justement, j'ai observé que notre cerveau réagit plus fortement au visage d'individus qui ont un statut élevé, mais cet effet, en fait, il était porté uniquement par les femmes. J'avais testé des participants hommes et des participantes. Et la différence observée au niveau cérébral n'était retrouvée que chez les femmes. Donc à première vue, on se disait mais c'est super surprenant, on s'attendait à ce que ce soit les hommes qui sont censés être plus sensibles à la hiérarchie, etc. Et là, pas du tout. Donc là, je suis en train même d'essayer d'interpréter ces résultats parce que je ne veux pas dire que les femmes sont plus sensibles au statut social que les hommes, ce qui est faux. Ce n'est pas du tout la conclusion vers laquelle je veux tendre. Mais plutôt que pour interpréter ces résultats, j'ai plutôt pensé que les femmes étaient peut-être plus consciencieuses, à réaliser mon expérience. Et donc qu'elles avaient été plus attentives à la dimension hiérarchique et donc que leur cerveau avait peut-être réagi plus fortement. Donc j'ai pas encore de conclusion forte à donner sur ça. Concrètement, notre cerveau, donc, il identifie, on va dire un chef pour schématiser, un sujet de haut statut, vous les appelez. Oui. Quelles conséquences ça a, même, je sais pas, physiquement, auquel il identifie, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Après en fait, quand le cerveau identifie... Ouais. En fait, par exemple, quand un individu de haut statut, donc quand un neurochirurgien, quand vous savez qu'un neurochirurgien va entrer dans la salle, votre rythme cardiaque augmente plus que lorsque vous savez que c'est un aide-soignant qui va entrer dans la salle. Donc ça peut paraître peut-être presque intuitif, mais néanmoins, ça reflète le fait que notre corps, inconsciemment, se prépare il recrute plus de ressources biologiques quand un individu de haut statut, qui a plus de ressources, plus de prestige, plus de pouvoir, arrive dans la salle. Pourquoi ? Parce que potentiellement, ça peut représenter à la fois une menace. Dans les espèces animales, les individus qui sont en haut de la hiérarchie monopolisent les ressources et peuvent... et si les normes sociales ne sont pas respectées, peuvent venir agresser les personnes. Mais à la fois, un individu qui est en haut de la hiérarchie, ça peut être il a une valence très positive, parce qu'on a envie de collaborer avec lui, on a envie de former des alliances avec lui pour avoir les mêmes privilèges que lui. Et en fait, notre corps est préparé à le détecter, à se préparer à aller agir vers lui, en fait, plus que pour des individus qui sont en bas de la hiérarchie. Alors, j'aurais aussi une question, c'est est-ce que notre cerveau est capable de détecter un haut statut sans qu'on lui dise ? Est-ce qu'il y a un visage ? Est-ce qu'il y a des traits particuliers, un comportement qui fait que ça va alerter mon cerveau ?
Oui, alors effectivement, donc là dans mes expériences, les visages c'était simplement le contexte qui permettait d'associer à un visage neutre un rang. C'est-à-dire, c'est comme dans la vraie vie en fait. Un individu, vous le voyez, vous connaissez son histoire, vous savez quelle est sa profession. Ce ne sont pas forcément ses traits ou s'il devient agressif qui vont vous permettre d'identifier son rang. Donc ça, c'était le principe de mes expériences. Mais d'autres expériences ont identifié des traits que l'on utilise spécifiquement pour dire tel individu est dominant. Par exemple, le fait que des mâchoires plus larges, des sourcils plus écartés et parfois même froncés, donc qui rappellent un peu l'émotion de colère, des traits assez carrés. Et d'ailleurs, ça devrait vous faire penser aux traits qui permettent de percevoir la masculinité. Justement, sont plus associés. Enfin, on les utilise pour identifier la supériorité hiérarchique. Donc oui, effectivement, notre cerveau est capable. Enfin, on fait ce jugement de supériorité automatiquement, en fait. De hiérarchie, pardon. C'est inné ou c'est acquis? Est-ce que c'est la somme des codes, des flashs qu'on nous envoie depuis qu'on est tout petit qui permet d'identifier ça, ou intrinsèquement le cerveau les identifie comme ça? Alors, c'est inné ou c'est acquis? L'enfant des 9 à 9 mois, en fait, il est capable il a accès au concept de dominance. C'est-à-dire, quand un individu quand il voit, par exemple, un gros cube se déplacer dans un sens et un petit cube se déplacer dans un sens, dans l'autre sens, il sait que normalement, c'est le petit cube qui va laisser passer le gros cube. Et ça, c'est la situation normale. Donc, très tôt, déjà, l'être humain, les enfants, les bébés humains ont accès vraiment au concept de dominance. Après, est-ce que les traits, je ne sais pas comment formuler ça. La détection des traits est innée ou non, je ne sais pas. D'accord, écoutez, merci beaucoup en tout cas. De rien, merci à vous. On va passer la parole à votre voisin, donc Cyril Kouf. On va aborder un autre aspect de la vie en entreprise. Donc je rappelle que vous êtes également doctorant, que vous explorez les liens entre les environnements de travail et les capacités de concentration des salariés. Absolument. Alors là aussi, en quelques mots, la nature de vos études. Alors d'ailleurs, on parle d'environnement de travail, mais vraiment au sens large. C'est-à-dire qu'on parlait de l'exemple de l'open space tout à l'heure, mais finalement, il n'y a pas que ça. C'est l'environnement social, c'est aussi l'environnement technologique. Donc c'est un petit peu tout ça qui est l'objectif de mon étude. Et au final, ça fait déjà 2 ans que je travaille en fait sur ces facteurs, disons, du travail qui vont influencer les capacités de concentration, puisqu'on sait que la concentration, en fait, c'est la base de tout, notamment pour les ouvriers de la connaissance qui ont besoin de se concentrer pour créer ce qu'on leur demande au quotidien, de produire du livrable, finalement, d'être apte à répondre à toutes les situations du quotidien. Et on voit des changements de plus en plus violents finalement pour les collaborateurs, notamment le fait d'être installés tous ensemble dans le même espace de travail. La question qu'on se pose, c'est justement, est-ce que finalement ça ne serait pas plus délétère, plus impactant pour la concentration? Donc il y aurait un coût caché finalement à ce type d'environnement de travail. Justement, on va embrayer parfaitement sur le fameux open space, puisque un certain nombre de collaborateurs que l'on connaît sont confrontés à ce type d'espace de travail. Alors, est-ce que c'est profitable aux salariés et donc à l'entreprise? Oui. Uniquement à l'entreprise? Ça dépend de tout un tas de facteurs. L'entreprise y gagne immédiatement, bien sûr, sur les coûts immobiliers, puisque l'objectif, depuis les années 70 en France, si l'open space se généralise finalement, c'est parce que les coûts immobiliers explosent et qu'on a un intérêt immédiat pour une entreprise à mettre en place ce type d'environnement de travail. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça n'aurait pas un coût caché finalement pour les salariés d'être dans ces espaces-là? Là, je veux une réponse en demi-teinte. C'est-à-dire que finalement, dans le travail, on n'est pas toujours en train de réfléchir purement pour faire du livrable. On interagit également avec ses collègues. On a besoin d'échanger de l'information, on a besoin finalement d'être disponible et d'être, je dirais, interruptible, c'est-à-dire finalement d'être ouvert à la discussion, à n'importe quel moment. Donc, pour les métiers qui purement justement ont besoin d'interaction
entre les différents collaborateurs, l'espace de travail ouvert, l'open space, finalement, ça peut être une solution envisageable. Maintenant, il y a d'autres corps métiers, justement, je pense aux juristes, qui ont besoin de se concentrer énormément, d'avoir assez peu de disponibilité et au contraire beaucoup de focus attentionnel. Et cela, l'espace de travail ouvert ne sera pas forcément le meilleur. Donc, réponse mitigée. Donc sur les professions intellectuelles supérieures, il vaut mieux un bureau, et sinon on est condamné à l'open space. Sauf que finalement, dans les professions intellectuelles supérieures, j'ai tout un tas d'exemples finalement de chercheurs qui ne sont pas en espace isolé, mais je pense au Centre national d'études spatiales à Paris, par exemple, avec tout un tas de chercheurs qui ont besoin de réfléchir à beaucoup de choses et qui finalement sont tous en open space maintenant. Donc, on arrive à mesurer, à comparer la concentration du même individu, entre guillemets, en open space et en bureau, et donc quelque part de sa productivité. Donc je reviens à l'intérêt pour l'entreprise. Oui, on y arrive. Les indices sont pas de toute façon, c'est pas un thermomètre extrêmement fiable. On essaie de se poser des questions avec différents indices. On a des indices subjectifs, donc on va faire passer des questionnaires, on va faire des sondages d'opinion, etc. C'est une partie en tout cas du matériel que j'utilise. Et après, il y a des indices un petit peu plus objectifs, on va dire. Donc on peut faire par exemple des entretiens 360 pour voir justement la qualité de la production. On peut faire des entretiens de nature neuropsychologique, donc on fait passer des tests purs d'attention et on regarde si justement les personnes en open space finalement vont être attentionnellement moins productives que des personnes laissées en bureau isolé. Ça, c'est vraiment un objectif très large et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et quand on utilise tous ces indices, finalement, on en atterrit à la conclusion qu'un open space, ce n'est pas un bon endroit pour la concentration, mais c'est un bon endroit pour la collaboration. Après, on parle d'open space depuis tout à l'heure, mais finalement, il y en a beaucoup de types. Parce qu'un open space à l'ancienne des années 70, celui qu'on connaît tous, finalement, avec des espaces de travail, des cloisons entre chaque personne et 8 mètres carrés par salarié, c'est un peu l'archétype de l'open space, mais ce n'est pas le seul. Finalement, il y en a beaucoup. Il y a des open space qui réfléchissent beaucoup à l'environnement de travail, à la personnalisation de l'environnement de travail, à la possibilité finalement de regrouper en secteurs. Donc des secteurs un petit peu comme les trains, avec l'espace zen, espace zap. C'est vraiment se concentrer. Donc je réserve certaines parties à des corps métiers qui ont besoin de silence. Et je mets des gens très interactifs ou des gens qui ont des conf calls, etc., dans des espaces réservés. Donc il faut qu'il y ait une réflexion intelligente et à ce moment-là, ça marche mieux. L'ennemi de l'open space, c'est la proximité de l'autre, c'est donc le bruit, et aussi le bruit, ou juste savoir que l'autre est à côté. Déjà le bruit, donc le bruit c'est la plainte numéro 1 des personnes qui sont en open space, bien sûr. Le bruit, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de travaux par rapport à ça. Alors le bruit c'est source de distraction, c'est source un petit peu de pollution par rapport à la concentration qu'on peut avoir, mais il y a un effet paradoxal qu'on retrouve dans certains open space finalement, ou dans lesquels je suis amené à intervenir, et au final ils vont être 150 personnes dans le même espace de travail et vous n'entendrez pas un bruit. Vous entendrez les mouches voler. Et finalement, ce type d'environnement, ça va être pire que tout, puisque les gens vont se restreindre d'interagir. Ils vont envoyer un mail au voisin qui est juste à côté d'eux pour éviter justement de produire du bruit, de gêner, etc. Donc finalement, lui, il est doublement impactant, c'est-à-dire qu'il est impactant pour la concentration et il est impactant pour la communication. Après, ce n'est pas la seule composante d'un open space qui peut déranger. On parlait juste avant de reconnaître son manager, reconnaître une personne hiérarchiquement importante. Une des données de mon étude, justement, j'ai plusieurs centaines de participants finalement, donc on a pas mal de précisions là-dessus. Et on se rend compte que la proximité avec le manager est une source de déconcentration absolue. C'est anxiogène ou uniquement déconcentrant ? Puisque c'est déconcentrant, c'est anxiogène, puisque je vais être moins en capacité de produire ce fameux livrable que je dois rendre demain matin à 8h et que finalement on me presse de rendre, puisque un des autres facteurs, c'est la pression temporelle, justement dans ce type d'environnement de travail. Enfin, c'est vraiment, on va dire, systémique, quoi. Mais donc pression temporelle, manager, le bruit, etc., etc. Tout ça impacte la concentration et en retour, performance, productivité, qualité de vie au travail, etc., etc. En préparant cette table ronde, vous m'avez parlé d'un dispositif que j'avais trouvé un peu surprenant. C'est que pour pallier le problème du silence, on mettait des faux bruits pour occuper l'espace sonore. Tout à fait, ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, dans un open space, qui peut généralement nous déranger, c'est
quand d'un seul coup une conversation se déclenche à côté. C'est-à-dire qu'il y a un changement, avant il n'y avait rien et d'un seul coup il y a une conversation. Ça produit un phénomène qu'on appelle la capture attentionnelle et qui va d'un seul coup nous couper en cours de tâche. Et ça c'est automatique, c'est notre cerveau qui est branché comme ça, donc on n'y peut rien. Et donc un des palliatifs justement à ce type de choses, c'est plutôt que d'être en condition silence, finalement de mettre une musique de fond tout au long de la journée. Donc là, on peut faire preuve de beaucoup de créativité avec des tempos plutôt rythmés pour ceux qui ont besoin un petit peu que ça bouge, ou alors des tempos un peu zen pour ceux qui ont besoin de concentration au contraire. Et finalement, on se rend compte que le fait d'enlever cette condition silence, le fait de mettre un bruit finalement en continu, va justement diminuer la distraction provoquée par ses voisins, tout simplement. J'ai une autre question. Comment on explique qu'un individu se fasse très bien l'open space, il n'ait pas de problème de concentration, et que le même individu, entre guillemets, aura des problèmes de concentration? Est-ce que là, c'est cérébral? Ça vient de quoi? Alors, c'est cérébral, ça vient de l'entraînement, ça vient il y a un effet générationnel aussi, ça vient de l'engagement dans l'entreprise, ça vient de plein de choses. Alors, si on parle que de l'aspect un peu cérébral, puisque je comprends que c'est un peu ce qui fait le fil rouge d'ici, donc je vais me centrer là-dessus, il y a des personnes qui, effectivement, sont beaucoup plus aptes finalement à se s'hyper-focaliser. Donc c'est des gens qui vont très facilement ignorer la distraction autour d'eux. Donc ceux-là, c'est les personnes qui devraient faire de la méditation parce que ça marcherait très bien avec eux. Et au final, il y a d'autres personnes qui sont au contraire plutôt douées pour gérer ce qu'on appelle le multitâche, faire plein de choses en même temps, finalement embrasser tout l'environnement. Alors ceux-là sont moins efficaces quand il s'agit de faire une seule chose, concentrée pendant très longtemps, etc. Mais en revanche, ils vont être plus aptes finalement à gérer plusieurs choses à la fois. Donc ceux qui sont aptes à gérer plusieurs choses à la fois, finalement, ils vont être dérangés en open space parce qu'ils vont justement grignoter, ils vont traiter, on va dire, tout ce qui se passe autour d'eux, toutes les conversations, le bruit du téléphone de 3 rangs à côté de moi, la personne qui a une conversation en anglais finalement dans le couloir, le fait d'être proche du passage pour aller aux toilettes, etc. Ces gens-là, il faut éviter ce type de choses, ce type d'open space. Mais par contre, pour ceux qui sont hyper focalisés très facilement, ceux-là, finalement, en seront assez bien protégés. Alors, vous êtes certes doctorant, étudiant, mais vous travaillez également en entreprise. Oui. Donc justement, on a peu ou prou diagnostiqué les difficultés auxquelles étaient confrontés les salariés et les entreprises. Oui. Dans ce cadre-là, quelles solutions vous proposez? Est-ce que aller voir un chef d'entreprise pour lui dire finalement l'open space ça marche pas bien, on va remettre des bureaux pour tout le monde, mais il va peut-être falloir racheter un étage. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles ou sur de simples aménagements? Qu'est-ce que concrètement vous leur proposez? Concrètement, ce qu'on peut proposer, c'est déjà une réflexion sur l'installation. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de parler de racheter un étage, on peut simplement essayer de repenser la façon dont c'est déjà installé, c'est-à-dire les locaux, comment on les a, essayer de voir un petit peu, par exemple, les fiches de poste individuelles pour voir, finalement, ce métier-là, il est composé de 65% de phoning, de 10% de nomadisme et du reste en concentration. Celui-là, il n'a peut-être pas besoin d'avoir un environnement clos avec une forme de protection de sa concentration. Pour d'autres, comme des métiers juristes, là, il va peut-être falloir le faire. Donc ce serait un diagnostic finalement qu'on pourrait proposer pour justement favoriser l'émergence de concentration. Après, ce n'est pas la seule chose, puisque vous l'avez dit, je travaille également en entreprise, et une des solutions qu'on peut proposer éventuellement dans le cadre de je travaille en open space et finalement c'est délétère pour moi, c'est de penser à d'autres formes d'organisation du travail, et je pense notamment au télétravail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, de grands groupes, notamment en France, je pense à des grandes sociétés du CAC 40 par exemple, qui se mettent au télétravail via des accords d'entreprise et qui finalement proposent aux salariés d'améliorer ses conditions de travail en s'extirpant finalement de l'open space et en retrouvant un moment de calme finalement chez eux pour travailler, mais pour travailler au calme. Mais travailler plus. Mais travailler plus, puisqu'on sait que les télétravailleurs, effectivement, sont plus productifs de par l'amélioration des conditions de travail, mais aussi parce que la journée a tendance un petit peu à s'allonger. Mais ça, c'est un autre débat. Justement, alors c'est vrai qu'on va revenir au cerveau, mais justement, les chefs d'entreprise et les syndicats, les CHSCT, comment ils vous accueillent en entreprise quand certains ont des plaintes et d'autres un peu moins? Les CHSCT, les IRP, donc les instances représentatives du personnel, accueillent à bras ouverts ce type d'études, puisque justement, leur objectif, c'est d'essayer de montrer quels sont les risques
finalement, d'environnement de travail partagé par tous. Donc il y a un espèce d'a priori de leur part, de toute façon, effectivement, sur le fait qu'un environnement de travail partagé, c'est une mauvaise chose. Donc, si vous voulez, l'étude les intéresse parce qu'ils aimeraient bien que ça aille dans leur sens. Et d'ailleurs, la direction ou les DRH, qui sont un petit peu de l'autre côté, on va dire, du continuum, sont aussi intéressés par l'étude parce que finalement, leur préoccupation première, c'est d'essayer d'améliorer les conditions de travail. Donc le fait d'avoir ce type d'études un petit peu indépendantes leur permet quand même d'avoir des recommandations utiles qu'ils peuvent mettre en place par la suite. Donc il y a une certaine méfiance, il y a un certain intérêt. C'est tout un jeu finalement d'essayer de faire rentrer ce type d'études dans les sociétés. Donc globalement, pour que notre cerveau soit à la fois le plus productif et produise le plus de bien-être, oui, il faut faire du sur-mesure. Il faut faire du sur-mesure, que ce soit fiche de poste par fiche de poste, employé par employé, parce que c'est pas parce qu'un poste finalement est d'une telle nature que tout le monde va s'y adapter. Il faut faire de l'ergonomie pour le poste, l'ergonomie pour l'employeur, l'ergonomie pour le collaborateur, c'est pour tout le monde. En les confrontant aux réalités économiques de l'entreprise. Absolument. Donc c'est parfois peut-être compliqué. Tout à fait. Je crois d'ailleurs que vous recherchez encore des sujets d'études. Alors s'il y a des chefs d'entreprise, je sais pas, dites-nous 2 mots là-dessus. Éventuellement, rapidement. Donc il me reste encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que les études que je mène pour l'instant, c'est des études, comme je vous ai dit, via la récolte de données de type sondage, etc. Et ça peut se faire du coup à distance, sans aucun problème. S'il y a des gens intéressés, on peut en parler, pour être finalement terrain d'étude de mes questionnements personnels, tout en sachant que c'est de toute façon gratuit. Donc, venez me voir si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Cyril Kouf. Merci à vous. On va passer la parole à votre voisin. Alors là, cette fois-ci, on va vraiment plonger peut-être au cœur du cerveau. Pablo Martín de Holland, bonjour. Donc vous êtes professeur à l'EM Lyon. Vous avez mené une étude sur le cerveau des entrepreneurs et leur comportement dans leur prise de décision. Alors c'est vrai que je parle basiquement puisque vos études sont un peu plus compliquées et que vous nous parlez beaucoup de neurosciences. Les neurosciences, c'est un peu l'avenir de l'entreprise ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que les entrepreneurs agissaient différemment que les personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Et on a voulu savoir s'ils pensaient différemment aussi. Je pense, pour répondre à votre question, que oui, il y a beaucoup à faire sur le neurosciences. Les neurosciences, finalement, vous dites oui. Oui, disons que c'est un outil de recherche qui marche très très bien, qui peut nous faire apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas une potion magique. Hein. Alors peut-être que vous pouvez nous dire ce que c'est, les neurosciences. Les neurosciences, c'est un vaste concept. C'est, en tout cas, ce que je définis comme neurosciences, c'est une manière de voir comment la personne réfléchit, en gros. Comment le cerveau s'active quand elle fait certaines choses, quand elle est sous émotion ou pas, quand elle pense à quelque chose ou pas, quand elle fait des choses. Avec quels outils ? En gros, il y a 2 familles d'outils. Il y a énormément d'outils, mais il y a 2 familles. Il y a des outils qui vont mesurer le niveau d'oxygène dans votre sang. Et donc, du coup, ce sont les tunnels qu'on voit dans les hôpitaux et tout ça, et dans Dr House, voilà, on voit ça. C'est très très cher, donc du coup, c'est difficile de faire la recherche, sans compter que... Les IRM. Pardon ? Les IRM, c'est ça, oui. Ouais. Le problème pour faire de la recherche avec ça, c'est qu'on ne peut pas bouger. Donc, du coup, pour que la personne puisse réagir à un stimuli, c'est très compliqué. Et en plus, c'est cher. Et comme les hôpitaux en France, en général, ont ces machines-là pour les patients et pas pour les chercheurs, donc ça a une complication supplémentaire. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, où il y a des laboratoires qui ont déjà ces machines. Donc, du coup, la chose est plus facile là-bas. L'autre famille, ce sont des familles qui mesurent l'électricité dans votre cerveau. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre cerveau a des cellules, de neurones. Enfin, certaines personnes en ont une, il y a des gens qui en ont plus qu'une. Mais quand il y a plus qu'une, il faut qu'elle se connecte. Et elle se connecte par le biais de produits chimiques. Une cellule envoie des produits chimiques à l'autre. Mais à l'intérieur de la cellule, il y a l'électricité. Alors pour ceux qui se souviennent des années de l'école secondaire, l'électricité a du magnétisme. Et le magnétisme traverse les objets durs. Donc du coup, on peut mesurer l'électricité dans le cerveau sans avoir besoin de l'ouvrir. Et ça, c'est très utile parce que c'est pas cher. C'est pas une technologie nouvelle. Ça existe depuis 75 ans, un siècle à peu près. Mais ça nous permet de voir comment la personne fait des choses au moment où elle les fait. En gros, les 2 familles se divisent. Il y en a une qui est très précise. Le IRM est très précis, il vous dit exactement quelle partie du cerveau est en train de s'activer. Et les autres vous disent très rapidement. Alors pour ce que je voulais étudier, c'était beaucoup plus utile d'être rapide que d'être précis. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc racontez-nous un peu le sujet de vos études. Comment on se rend compte que tel cerveau réagit différemment à une prise de décision de type managérial ? Écoutez, moi je suis professeur dans une école de business school, voilà, une école de management. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est on enseigne les gens comment gagner de l'argent. Et l'entrepreneuriat, c'est une bonne manière. L'innovation en général. Et l'entrepreneuriat, c'est une manière d'avoir des produits nouveaux. Et on a constaté
que les entrepreneurs agissent de manière différente. Ils voient la réalité de manière différente, ils font des choses différemment. Et donc, on voulait voir s'ils pensaient différemment aussi. Donc, on a pris 2 groupes de personnes, 20 personnes qui étaient des entrepreneurs très réussis, et on a fait une catégorie très, très élevée. Ils ont créé 2 entreprises ou plus, les entreprises ont été réussies, ont survécu plus de 2 ans. On a mis des critères très stricts. Et de l'autre côté, on a mis des gérants, des managers, des gens normaux, qui ne se déclaraient pas entrepreneurs et qui n'avaient pas construit une entreprise. On les a mis devant une tâche et on a découvert que, en gros, et là je simplifie beaucoup, mais en gros que les entrepreneurs agissent d'abord et pensent par la suite, essaient de voir par la suite ce qu'ils ont fait, et les non-entrepreneurs, ils essaient de penser d'abord et réfléchir par la suite. C'est ni mieux ni moins bon. Simplement, si vous êtes dans un environnement où les opportunités durent très peu, eh bien, peut-être prendre l'opportunité rapidement, c'est mieux qu'essayer de réfléchir. Donc l'intelligence peut venir de l'opportunité, pas forcément du sujet. Je ne pense pas avoir compris la question. Oui, absolument. C'est une question de timing, c'est ça que je veux dire. Donc, quand on regarde une personne comme Steve Jobs, bon, il est décédé malheureusement, mais on dit, ben, c'est un génie, absolument. Mais s'il était né au Zimbabwe, ben, il n'aurait été pas Steve Jobs. Enfin, il aurait été le même Steve Jobs, mais il aurait été différent. Donc, il y a une question de la personne, il y a une question de sa pensée, ses actions, mais aussi le moment. Et donc, le moment. Et ce moment-là est pris par les entrepreneurs parce qu'ils agissent d'abord. Donc ils gagnent, ils ont un petit avantage par rapport à ceux qui essaient de voir les choses de manière plus calme. Donc plus instinctif? Instinctif, je ne dirais pas ça, parce que c'est pas la partie du cerveau qui a à voir avec l'instant. Donc c'est pas le derrière de la tête. Disons que c'est pas la partie rationnelle. Donc en gros, ça se passe tellement vite qu'on ne peut pas dire que la personne pense à l'opportunité. Et on agit d'abord et ensuite on essaie d'expliquer ce qu'on a fait. En gros, c'est comme, pour expliquer, pour sortir de l'entreprise de neurosciences, c'est un peu comme quand on tombe amoureux. On tombe amoureux de quelqu'un, et d'abord on tombe amoureux, et ensuite on explique pourquoi. Et les mots qu'on utilise, ça sonne creux. Quand on a un copain ou un ami qui tombe amoureux, les mots qu'il utilise pour expliquer pourquoi il est attiré par cette personne-là sont complètement creux. On se rend compte, elle est banale, elle est quelconque. Enfin, elle est bien pour toi, mais ça va. Et lui, elle essaie de justifier. C'est le cerveau qui essaie de justifier un sentiment qui le dépasse. Et le rôle de l'expérience, des diplômes, du vécu, etc., sur cette prise de décision automatique, elle intervient ou pas? Ça l'accélère, oui, absolument. Oui. Quand vous faites quelque chose la première fois, c'est beaucoup plus compliqué que la deuxième. Donc, du coup, plus vous faites les choses, et plus vous avez tendance à les faire rapidement et sans vous tromper. Malheureusement, dans l'étude, on n'a pas pu démontrer que le taux d'erreur était différent parce qu'on n'avait pas beaucoup de sujets. Donc, statistiquement, le pouvoir du test est faible. Mais en gros, l'hypothèse, c'est que non seulement ces gens-là, les entrepreneurs, vont prendre l'opportunité plus vite que les autres, mais aussi ils vont se tromper moins. Et est-ce qu'on peut les détecter de manière assez fiable? Et je pense à un recrutement, par exemple. Écoutez, il y a des signes évidents. Vous leur demandez, est-ce que vous êtes entrepreneur déjà? Enfin, c'est pas exactement comme ça, mais vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez voir ce que la personne a fait avant, et à partir de là, vous pouvez trouver quelqu'un avec beaucoup d'initiative ou pas. Oui, mais si quelqu'un a réussi, on sait que quelqu'un qui sort de l'école, par exemple, est-ce qu'on sait que ce potentiel-là, elle peut en disposer par ses études cérébrales ou oui, pas? je comprends. Là, c'est parce que vous pensez que l'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise. Et nous pensons que c'est plutôt une attitude envers la vie. Donc, évidemment, créer une boîte, c'est pour peu de personnes. Mais saisir des opportunités économiques ou pas, c'est ce qu'on fait tous les jours. Il y a des gens qui le font plus. Donc, vous pouvez regarder ça, si c'est ce qui vous intéresse. D'accord. Comment vous percevez l'avenir de cette discipline? Parce qu'effectivement, on tâtonne sur les expériences relatives au cerveau. C'est quelque chose qui évolue, on va savoir encore plus dans les années à venir, on sait comment ça peut évoluer? Écoutez, c'est quand même bizarre qu'on connaisse davantage l'apprenti que le cerveau. Donc on envoie un homme à la Lune, enfin une femme si on veut, mais on ne connaît pas très bien comment le cerveau fonctionne. Et ça, c'est une chose qui va changer évidemment, parce que maintenant on peut. Cela dit, ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a essentiellement 2 populations. Il y a les docteurs qui, eux, essaient de voir comment fonctionne le cerveau, mais parfois ils ont beaucoup de mal à le connecter à des comportements sociaux ou personnels. Et les gens qui sont en sciences sociales, qui eux connaissent pas la technologie, et donc du coup, ils ne savent pas très bien comment interpréter les données. Le mieux, c'est les équipes multidisciplinaires, mais ça coûte énormément d'argent et c'est très difficile. Vos étudiants, ils réagissent comment par rapport au profil que vous décrivez? Vous enseignez quelle discipline vous enseignez? La stratégie, l'entrepreneuriat, en gros. Et quand vous faites intervenir justement ces données-là, comment vos étudiants ils sont fascinés. Ils sont fascinés d'abord par. D'abord, ils me demandent si c'est inné ou acquis, comme vous avez demandé tout à l'heure. Évidemment, au départ, il y a des différences, mais elles sont petites. Le plus gros de la chose est acquis.
c'est appris. Personne ne naît entrepreneur. Vous naissez avec des traits de personnalité peut-être, avec des traits, des inclinations, mais vous n'êtes pas entrepreneur à la naissance. Vous l'apprenez par la suite. Donc du coup, et on voit aussi comment la pratique renforce l'expérience d'entrepreneur. D'accord. Non, mais ça peut être rassurant pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entreprise, qu'on peut encore évoluer, faire évoluer son cerveau, mais pour saisir ce côté, il y a un côté irrationnel. Mhm. Et ça, c'est acquis. C'est quelque chose qui peut faire l'objet d'un apprentissage aussi, de savoir saisir l'opportunité. Disons que savoir saisir une opportunité, c'est quelque chose qui peut être appris. Quel est votre degré quel est votre amour pour l'incertitude et pour les choses nouvelles? Ça, par contre, vous venez avec depuis tout petit. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais le problème, c'est qu'on pense que la personnalité, c'est un point. Et en gros, c'est une ligne. Donc, on peut pousser, on ne peut pas changer la personne. On ne peut pas des transplantations de cerveau. On ne peut pas changer la cervelle de quelqu'un. Mais par contre, une personne qui est un peu timide, on peut la faire moins timide. Quelqu'un qui est extroverti, on peut le faire un peu moins extroverti. Donc, on peut changer un tout petit peu. On ne peut pas changer radicalement, par contre. Les écoles de commerce, c'est le bon outil pour faire évoluer. Ouais, c'est idéal, je pense, parce que ça, on réconcilie la théorie avec la pratique. Là, tout ce qu'on apprend doit être appliqué à quelque chose. Donc c'est très intéressant pour les étudiants. C'est une type de théorie différente, mais c'est très utile. Il nous reste un peu de temps. Je vous propose éventuellement, si vous avez des questions dans la salle à poser. Alors à nos trois intervenants, vous avez vu que le champ était vaste. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? Est-ce que vous auriez des questions à formuler? Tout est absolument clair sur le cerveau. Non, pas de... Pour madame, bonjour, Christian Pinot. Il me semble que dans le monde animal, la femelle repère le mâle, pas seulement pour elle, mais surtout pour ce qu'il peut apporter à sa progéniture, à ses enfants. Exactement, oui. Les stratégies... Bon, alors là, c'est une autre question. C'est pas mon sujet de thèse, mais ça concerne les stratégies reproductives des hommes et des femmes. C'est pas du tout ma spécialité, mais néanmoins, les hommes doivent, mais sont plus enclins à essayer de disperser les gènes, tandis que les femelles vont être plus enclines à essayer de faire survivre la progéniture. Voilà, donc, mais ça n'a pas de rapport avec la hiérarchie directement. Si, ou alors je l'ai manqué. C'est-à-dire pour la génération d'après. C'est-à-dire c'est la transmission des choses. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça, les hommes ne le peuvent pas. Donc la femme choisit les gènes qui correspondent à l'homme qu'elles ont choisi pour en faire bénéficier sa propre progéniture, pour transmettre quelque chose qui soit fiable dans l'avenir. C'est-à-dire, oui, le choix du partenaire sexuel, voilà. Mais ce n'est pas pour la sexualité ou pour son propre partenaire, c'est pour ses enfants, donc pour... transmettre une amélioration. C'est très darwinien en fait. Non, mais l'approche que j'utilise est aussi assez évolutionniste, dans le sens où les supérieurs hiérarchiques, il est établi que les individus qui sont en haut de l'échelle sociale ont un succès reproductif beaucoup plus important. Ils ont accès à plus de partenaires reproductifs. Ils ont plus de ressources, ils bénéficient de plus de supports social. Donc effectivement, leurs progénitures vont avoir plus de chances de survivre. Donc leurs gènes vont avoir plus de chances de se disperser au cours des générations. Mais le lien entre stratégie reproductive et hiérarchie, oui, c'est... Du pouvoir de la femme, en fait. Dans le cadre du pouvoir de la femme. Ouais. Parce que la femme a la possibilité de choix que l'homme n'a pas pour sa progéniture et pour les générations futures. Donc c'est la femme qui fait la génération future en choisissant et en espérant que sa progéniture pourra être en haut de la décision. Oui, mais l'homme à la fois disperse plus. Oui. Oui, on connaît des femmes qui dispersent aussi. Non mais. Peut-être que. Désolé pour le terme. On parle de deux choses différentes. Vous parlez d'abord de la partie biologique et ensuite de la partie sociale. Ce sont deux choses différentes, mais nous les avons toutes les deux. Donc, quand vous dites une femme choisie, elle ne choisit pas vraiment, elle est attirée par certains partenaires qui ont certaines caractéristiques. Mais il y a aussi le côté social. Vous pouvez être petit, moche, mais si vous avez beaucoup d'argent, ça va aller beaucoup mieux que quelqu'un de grand, vous voyez. Et ça, c'est social, parce que dans la nature, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on a des manières de signaler. Et donc, ces manières-là sont très visibles. Vous avez une voiture chère, vous avez des chaussures chères, des choses comme ça, et ça signale des choses. Donc, on ne peut pas oublier la partie sociale qui est très importante. Mais quand vous dites choisir, c'est pas un choix, ça apparaît.
Oui, bien sûr. Non, mais simplement pour clarifier. Merci beaucoup. Une autre question, peut-être. Ça me permet d'embrayer. Cyril Kouf, il y a une autre partie de votre étude qui n'est pas liée aux organisations spatiales, mais aux nouvelles technologies. Oui. Justement, est-ce que notre cerveau réagit à cette masse de nouvelles technologies qui arrivent toute la journée? C'est-à-dire, est-ce qu'il va changer dans sa constitution Est-ce que ça, d'une part, altère sa concentration? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça le perturbe? Est-ce que ça le stimule? Ça le perturbe. Là, pour une fois, je peux donner une réponse tranchée au final, c'est-à-dire que les nouvelles technologies qui utilisent des notifications, que ce soit nos SMS, que ce soit nos emails, etc., avec des notifications auditives ou visuelles, va finalement créer une distraction et va nous couper en cours de tâche pour aller faire autre chose. Donc, si je reçois une notification, vous avez un nouvel email, je vais déjà le traiter, je vais savoir que je vais avoir un nouvel email, je vais devenir moins efficace dans ce que je suis en train de faire, quand bien même j'arrive à me retenir d'aller le voir. Donc oui, les nouvelles technologies ont un impact sur la façon dont notre concentration fonctionne. Après, il y a beaucoup de champs d'études justement qui essayent de pallier à ça et qui essaient d'adapter justement ces systèmes de notification à notre état attentionnel. Je pense notamment à des systèmes qui essaient de détecter si on est vraiment très concentré ou pas, de par la contraction pupillaire ou ce genre de données, et qui finalement vont décider pour vous de vous lancer la notification si vous êtes disponible, attentivement parlant, ou alors si au contraire ils vont les bloquer jusqu'à ce que vous soyez un petit peu plus disponible et que ça ne vous perturbe pas plus que ça. Donc il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. Oui, bien sûr. Oui. Les technologies, toutes les technologies ne sont pas adoptées, elles sont adaptées. Le problème des nouvelles technologies, c'est qu'elles n'ont pas encore été adaptées. Et elles s'adaptent, elles vont s'adapter. Quand vous prenez une voiture BMW, par exemple, haut de gamme, la voiture s'adapte à votre style de conduite. Mais elle ne vous demande rien. Elle comprend qui vous êtes, comment vous conduisez, et du coup, elle va être différente de celle de votre épouse ou de vos enfants ou votre grand-père. Les ordinateurs, pour l'instant, ils ne font pas ça. Ils vont le faire très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et à Silicon Valley qui travaillent sur l'adaptation des ordinateurs et des systèmes de nouvelles technologies à la personne. Parce qu'on sait, et ça encore je peux le dire clairement, que le cerveau ne peut pas faire du multitasking. Donc quand quelqu'un me dit « je suis en train de faire du multitasking », il est en train de te mentir à toi-même. En gros, c'est ça. Si tu veux, tu peux, mais tu ne peux pas faire du multitasking parce qu'on est physiquement incapable de le faire. Donc, du coup, c'est vrai que la technologie dérange. Si on a un email toutes les 5 minutes, du coup, on a du mal à se concentrer. Mais ça va changer. Ça va changer. Alors, concrètement, on a des idées sur justement sur ces perturbations du quotidien dans le monde du travail. Écoutez, on pense toujours qu'on est, on pense toujours qu'on vit à l'apothéose, le zénith de la technologie, alors que c'est le début. D'ici quelques années, tout ce qui peut être digital va être digital. Et donc, du coup, les appareils digitaux vont devenir beaucoup plus intelligents. Maintenant, ils sont à peine stupides. Le téléphone intelligent, il n'est pas très, très intelligent, vraiment. Ils vont commencer à nous comprendre. Et on le voit aujourd'hui. On commence à avoir des appareils qui mesurent votre état physique. Pour l'instant, c'est très simple. Combien de calories vous brûlez, si votre cœur bat à 150 ou un peu moins. Mais ça va changer encore. Ça va changer. Il y a des appareils qui commenceront à mesurer des états d'âme, comment vous vous sentez. Donc, du coup, l'appareil peut s'adapter à ça. C'est difficile à imaginer parce que, là encore, ça va être adapté, ça va pas être adopté. Mais on peut avoir des appareils qui mesurent comment on se sent, si on est malade, des choses comme ça. De même qu'on fait des expériences avec des chiens qui peuvent sentir si vous avez un cancer ou pas. Il y a des chiens qui font ça, qui sentent vos molécules, donc du coup, elles savent. Un appareil peut faire la même chose. Donc, du coup, l'appareil pourra vous dire si vous êtes malade, si vous êtes fatigué. Donc, il y a une interaction beaucoup plus grande. Et bien sûr, je ne veux pas rentrer là-dedans, la recherche sur augmenter les capacités humaines. Il y a des molécules qui augmentent votre capacité. Donc, pour la première fois, alors que les drogues, traditionnellement, ce sont des choses qu'on prend. On pense qu'on est invulnérable, mais on est vraiment stupide. Maintenant, il y a des médicaments, des molécules qui permettent d'augmenter la concentration, qui permettent de dormir moins et être efficace. Qu'est-ce qui va se passer avec ça ? Donc il y a toute une batterie de technologies qui vont changer la manière dont on conçoit le monde et ils ont déjà commencé et ils vont continuer dans les années qui viennent. Écoutez, je trouve que c'est une très belle conclusion, sauf si vous avez encore peut-être des questions à poser. Oui, très bien. Écoutez, on vous écoute. Je la pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a une graine entrepreneuriale parce que vous disiez soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et alors, au niveau de l'éducation, est-ce qu'on peut agir ?
Vaste tâche, hein, comme dirait le général. Non, écoutez, la question est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur? Écoutez, c'est un peu banal. Oui, il y a des gens qui naissent avec un tout petit peu d'avantage et il y a d'autres qui ont un peu moins d'avantage. Cela dit, c'est ce que l'on fait et on peut apprendre. Je dis à mes étudiants souvent que ce n'est pas une question de devenir Pavarotti, c'est une question de devenir meilleur que soi-même. Donc si j'ai envie de chanter, le Pavarotti, c'est peut-être pas l'objectif, mais devenir beaucoup mieux que je ne suis aujourd'hui, ça par contre, c'est atteignable. Ça, on peut l'atteindre. Parce que vous savez, l'entrepreneurship, ce sont des choses qu'on fait. Et du moment que vous faites les choses correctement et vous ne faites pas les bêtises, voilà, ça marche. C'est pas très compliqué. Hein. C'est pas de la neuroscience. Je ne sais pas s'il a répondu à votre question, parce que la réponse était intéressante, mais je ne sais pas si elle a répondu vraiment à la question. Alors, je vais en poser une autre. Pour parler de hiérarchie, dans une famille, quand on est seul, un enfant unique, ou quand on est 5, 10, 20, voilà. Est-ce que déjà, on est plus propice à détecter... Ouais, oh là là. Sa voix, quand on la connaît pas dans un micro, c'est atroce. Bon, alors je triche. Oui, quelle est la différence ou qu'est-ce qui peut faire défaut à un enfant unique par rapport à un enfant qui est dans une avec plusieurs, dans une fratrie, au niveau de la détection de la hiérarchie, parce qu'il y a déjà une hiérarchie, enfin celui qui va naître le premier, qui va arriver le premier, l'autre le dernier, celui au milieu, et en fonction de ça, ce qu'on va lui demander, en fonction de son sexe, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le genre. Hein, si on dit que les gamines doivent être comme si... Bon, au bout du compte, ben, effectivement, on aura cette différence. Alors que si on change les choses au départ, ou si on dit aux filles de prendre du bleu et aux garçons de prendre du rose, ça pourrait changer beaucoup de choses. Voilà, est-ce que... Non, je voulais résumer. Effectivement, est-ce que l'environnement familial est déjà un présupposé de la perception du statut et de la hiérarchie? Pardon? Est-ce que l'environnement familial est déjà un présupposé de la perception du statut et de la hiérarchie? C'est un peu ça, votre question? Oui, je pense que c'est un peu ça. Mais alors, en fait, l'environnement familial, peut-être, mais de toutes les façons, c'est l'environnement scolaire aussi, des enfants, qui détermine beaucoup. Oui, le social. Voilà. C'est l'endroit où les premières hiérarchies, au début de dominance, puis des hiérarchies plus sociales se mettent en place. Donc, peut-être qu'il existe des différences entre un enfant unique et un enfant au sein d'une fratrie, mais dans tous les cas, sans doute, l'enfant unique est scolarisé, donc il est en contact d'autres enfants. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Je suis pas. Parce que la hiérarchie, je parlais de hiérarchie entre frères et sœurs, quoi. Voilà. Alors j'ai. Écoutez, vous avez touché beaucoup de sujets, donc c'est un peu difficile à répondre à tout. Mais pour ce qui est de la hiérarchie et dans une fratrie, c'est déjà démontré que le premier a des avantages par rapport au deuxième. Donc ça, c'est clair. Donc du coup, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une compréhension de la hiérarchie. Non, le premier est plus intelligent que le deuxième. Enfin, là encore, si vous prenez 10 000 enfants avec un frère ou une sœur, vous faites un test, vous corrigez statistiquement, c'est fort. C'est une conclusion forte. C'est pas une opinion que j'ai, c'est un fait. Cela dit, ça peut ne pas arriver dans votre famille. Mais le premier a des avantages que le deuxième n'a pas. Ça arrive régulièrement. Par la suite, il y a le côté social aussi. C'est ce qui est appris à l'école. Donc, ce n'est pas seulement l'influence de la famille, parce que l'enfant n'est pas seulement à la famille. Très rapidement, il va à l'école. Et là, par contre, il y a tout un bagage social qui lui tombe sur la tête. Mais alors, ça veut dire que le premier, qui est plus intelligent que les autres, déjà, il part dans la vie avec un statut... Enfin, il a le pouvoir. Enfin, il a une certaine... En général, oui, mais je n'ai pas votre observation. Mais la mienne, c'est qu'en général, les premiers se sentent beaucoup plus responsables, beaucoup plus fiers d'eux-mêmes que les petits. Vas-y, occupe-toi du petit. Voilà. Les parents même renforcent ça, parce que lui, il peut. Il a 5 ans, l'autre a 3. Bien, celui de 5 ans fait quelque chose. Et donc, du coup, ça renforce le fait que je suis né pour être leader. OK. Merci. Une autre question. C'est pour le monsieur des open space. Est-ce que le fait d'avoir de la musique dans les oreilles, dans les écouteurs, c'est plus propice à la concentration que travailler dans un open space où ça parle en permanence d'une trentaine de personnes environ? J'ai juste une question pour vous. Est-ce que c'est une musique avec parole ou sans parole? C'est mixé.
Ça change tout. D'accord. Ça change tout, puisqu'en fait, si vous voulez, quand on écoute de la musique avec des paroles, il y a un traitement automatique du langage qui se fait, quand bien même c'est la musique qu'on connaît le plus au monde et qu'on n'apprend rien de nouveau finalement, on traite du mot. On traite du mot, donc ça prend des ressources. Le mieux, les meilleures musiques à écouter quand on veut s'isoler finalement, c'est de la musique classique, c'est de la musique sans paroles. C'est comme ça que ça marche. Et si c'est de la musique parole, mais du genre violent, genre dubstep, des trucs, des choses vraiment violentes. Ça va peut-être augmenter votre rythme cardiaque, ça va peut-être effectivement faire en sorte que vous soyez plus concentré sur le moment où, donc il va y avoir peut-être une accélération à ce moment-là, mais finalement c'est un effet qui va disparaître au fur et à mesure. Donc ce ne serait pas la solution unique à proposer à tous les gens en open space, mais c'est une idée intéressante. D'accord, merci. Merci beaucoup. Plus d'autres questions? Écoutez, il me reste à vous remercier. Audrey Breton, on peut les applaudir. Cyril Kouf, Pablo Martin de Holland. Merci pour votre participation. Merci à vous, à la Fondation Neurodis qui a organisé cette conférence. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup.